Dans la nuit du samedi 21 août au dimanche 22 août, à 2h du matin, le WrestleMania de l'été de WWE, c'est SummerSlam. Certainement l'événement le plus anticipé de cette année 2021, pour évidemment de multiples raisons, et on va pas se voiler la face. Le retour du public, 44 000 tickets vendus, John Cena contre Roman Reigns, 10 matchs sur le papier, une excitation très très forte, et pourtant cet événement ne sera peut-être pas le buzz du week-end, car la veille, All Elite Wrestling prépare le retour de l'enfant prodige de Chicago. Mais on n'est pas là pour parler de ça, puisqu'en dépit de tout ce qui se passe cet été sur la sphère catchesque, il faut quand même reconnaître que cette carte de SummerSlam, elle a un énorme potentiel. Alors qu'est-ce qui cloche? Les semaines de weekly, vous le savez, vous suivez les Raw Recap, les SmackDown Recap. Il y a quelques programmes certes, qui sont très alléchants, d'autres pour lesquels on a d'excellentes catcheuses et d'excellents catcheurs qui vont s'affronter, mais pour autant, WWE n'a peut-être pas réussi à nous donner le sentiment d'excitation ultime. En plus de ce Sturistradamus, on va revenir point par point sur l'intégralité de ces combats. Les rendez-vous sur la chaîne déjà demain, All Elite Wrestling Dynamite Recap, ça tombera vendredi en soirée. Puis, direction twitch.tv/Turi316, dans la nuit du vendredi 20 août au samedi 21, à partir de 2h du matin pour un double live reaction de SmackDown et de All Elite Rampage. Ce qui fait que le lendemain, il n'y aura pas de recap, mais plutôt des best-of de ces réactions totalement folles, mais qui vous permettront quand même d'avoir mon opinion sur les choses. Et samedi 21, à partir de 20h, si le timing reste fort, direction Twitch #WWSKO, en compagnie de Ludivine, de Flo et de Trafalgar, on va revenir sur l'intégralité de ces rencontres, faire également la preview de NXT TakeOver qui se déroulera le dimanche, et puis causer, bien entendu, de tout ce qui se passe ce week-end. En espérant que ma santé et vous tous restez forts, mais allez, on est parti. Sturistradamus, SummerSlam, qu'est-ce qui va se passer? Alors attention, je rappelle bien, le pay-per-view c'est dans la nuit de samedi à dimanche, et pas du tout dans la nuit de dimanche à lundi. Et ça fera plaisir à tous ceux qui vont pouvoir assister à un pay-per-view live, parce qu'ils iront pas bosser le lendemain matin. On salue évidemment ceux qui bossent le dimanche matin. Restez forts. Pas de kick-off annoncé, mais il est fort probable que certains des matchs qui ont été annoncés sur cette carte soient avancés dans le kick-off, et justement on va commencer par ça. Peut-être pressenti, dans le kick-off, Damien Priest challenge Sheamus pour le championnat des États-Unis. Une storyline étonnamment menée, mais c'est ce que je vais dire pour pas mal de matchs de la carte, puisque Damien Priest est arrivé en tant qu'aspirant numéro 1 naturel, étant le gros babyface projet de la mid-card à qui beaucoup pensent qu'il manque un truc pour pouvoir s'élever un petit peu plus haut. Est-ce que ce truc ce serait pas un premier règne de champion des États-Unis? On a juste eu l'occasion de voir ces deux hommes s'affronter dans un match qui était un peu basé sur le fait que Sheamus avait paumé son masque en plein combat. Damien Priest bénéficie de pas mal de momentum depuis ces dernières semaines et semble avoir obtenu la confiance des scénaristes de WWE et de Vince McMahon lui-même. Ils l'ont foutu avec Bad Bunny à WrestleMania, c'est quand même bien. Et pour le peu de confrontation qu'on ait vu entre les deux hommes, la chimie est plutôt bonne. Souvenez-vous de l'incroyable performance de Sheamus face à Riddle à WrestleMania. S'il faut se tirer les doigts du cul devant 44 000 personnes, tout au moins, on peut s'attendre à un chouette combat qui tape dur et quitte à emmener le public vers du feel good moment, et il y en aura d'autres ce soir. Et allons-y, donnons la stature à Damien Priest et tentons l'expérience. Voir s'il peut être ce babyface d'avenir pour peut-être un jour main eventer les gros pay-per-view de WWE. Ils étaient dans le kick-off de Money in the Bank en espérant que cette fois-ci ils soient sur la carte principale. Les Usos contre les Mysterio, c'était quand même chouette. Un match qui s'appuyait sur une nearfall stratosphérique après le combo super kick splash des Usos et dégagement de Rey Mysterio. C'est quand même pas un peintre Rey Mysterio. Et puis c'est le catcheur qui a été promu également le plus pour la sortie du jeu WWE 2K22. Bon, alors est-ce qu'ils vont faire perdre les Dodo, les Réré, les Mimi face aux Usos? Je pense que les Usos vont rester champions. Puisqu'on donne en ce moment tellement de crédit à Roman Reigns pour être la raison pour laquelle les gens regardent SmackDown, la Bloodline avec toutes les ceintures, ça a quand même de la gueule, on aimerait que ça se termine le plus tard possible. Et même si mon raisonnement spoil un petit peu mon avis sur qui va remporter le main event, mais nul doute que la foule sera chaude et que ce match nous régalera par sa technicité, peut-être aussi par... Allez, son dénouement, si on peut éviter d'avoir des roll-up assistés, ou alors qu'on s'en serve pour raconter une belle histoire. Allez bim, j'enchaîne avec une grosse affiche, Sasha Banks contre Bianca Belair. Elles ont été retirées le week-end dernier des live events et leur présence à SummerSlam était encore remise en question, mais les nouvelles ont été rassurantes du côté des Dirt Sheets. Visiblement, Sasha Banks et Bianca Belair sont toutes les deux réautorisées à lutter. Bon, le match de WrestleMania, je vous en ai parlé, je vous ai dit à quel point je l'aimais. La storyline, elle était en bois, c'était pas top. Et puis même là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas forcément régalant. Entre les signatures de contrats bancals, un Hilton qu'on avait vu venir à des kilomètres, on sait que le catch va être bon. Alors mesdames, régalez-nous. Mais comment raconter une histoire différente de celle
celle de WrestleMania. Que ce serait pas l'occasion de voir une Sasha Banks remporter la victoire en grugeant et de relancer l'intérêt pour d'autres affrontements entre les deux? Ou est-ce qu'il serait pas temps de ramener une nouvelle figure vers le haut de la carte de SmackDown? Coucou Liv Morgan, coucou Toni Storm. Et on sait que dans les rumeurs, si Becky Lynch elle fait son retour, peut-être d'ici la fin d'année, elle ira à SmackDown aux côtés de Seth Rollins. Ça fait beaucoup de babyface qui pourraient s'installer définitivement du côté de SmackDown, et dans ce cas-là, Sasha Banks en tant que championne, c'est le choix le plus sûr pour pouvoir construire les meilleures intrigues. Désolé à Bianca Belair si on arrête ici le grand moment de féerie, mais le boss va reprendre son championnat à SummerSlam. Jinder Mahal contre Drew McIntyre. Pas de stipulation, juste une petite chose qui a été ajoutée, c'est Veer et Shanky qui sont bannis du ringside. Bon, tout ce qu'on veut savoir, c'est si l'épée de Drew McIntyre est bannie du ringside. Parce que les mecs, ils nous ont quand même teasé depuis pas mal de semaines de la découpe d'Indiens en bonne et due forme. Ils vont pas découper des Indiens. Arrêtez, c'est trop violent. Et après, on peut pas recoller les morceaux, c'est gênant. Il y a quand même un truc avec Jinder Mahal qui me dérange. À aucun moment, le mec a paru fort. C'est tout le temps un lâche qui se cache derrière ses deux potes. Jinder Mahal, hein, ancien champion du monde, le mec il fait plus de 2 mètres. Et l'idée de voir Drew McIntyre remporter la victoire est tellement évidente. Bon, mais si McIntyre y gagne, on fait quoi après? Il y aura des feel-good moments dans la soirée, mais pour le coup, Jinder Mahal, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quel stratagème, je le vois gagner le match, repartir en un seul morceau, pour à votre grand désarroi faire une revanche un petit peu plus tard dans l'automne. Pourquoi pas en Arabie Saoudite? Là, pour le prince Ben Salman, on peut découper, on peut s'arranger, on peut faire... ça va. Combat triple menace pour le championnat féminin détenu par Nikki Cross, qui fera face à Charlotte Flair et Rhea Ripley. Absolument aucune des trois n'est sortie forte de cette storyline. Dernier épisode de Raw, c'est Nia Jax qui met la patate à tout le monde, et qui se fait voler son tag par Charlotte Flair qui avait perdu 2 semaines auparavant contre Nikki Cross. Qu'on remette Charlotte championne, qu'on fasse courir Rhea Ripley derrière, et puis qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et puis qu'on fasse des trades, tu vois, entre les... Bah oui, ça arrive quand la draft? Parce que là, on tourne toujours entre les mêmes personnes, et on sait pas comment Nia Jax, Shayna Baszler, même dans des parcours solo, pourront réussir à s'élever au sein de cette division. Et puis, ce qui fait peur aussi, c'est... est-ce qu'il y a vraiment un projet Alexa Bliss? Avec la magie, le vaudou, tout ça? Eh ben enchaînons avec le match que vous redoutez tant, Eva Marie contre Alexa Bliss. Pas de stipulation, un match simple, il y aura juste Doudrop dans le coin d'Eva Marie, et une Eva Marie d'ailleurs qu'on n'a toujours pas vu véritablement catcher, on l'a toujours vu se cacher derrière Doudrop. Comment WWE va faire vivre la magie de Lily, qui fait des clins d'œil et peut-être même un bras à la volée sur Eva Marie? Dans le doute, ça peut passer devant Las Vegas, on peut le faire, non? Alors oui, ça serait évident de voir Alexa Bliss remporter la victoire. Mais bon, on raconte la même histoire, hein. On fait quoi avec Eva Marie après? Alexa Bliss, ça y est. Même en perdant, elle restera forte dans l'esprit des gens, vu que elle fait le catch congolais, donc ça va. Mais Eva Marie, elle pourrait très bien se vanter énormément d'une victoire sur Alexa Bliss, pour peut-être de manière protégée accéder à un match de championnat contre quiconque sera championne à l'issue du triple threat. Eva Marie et Nikki Cross, ça vous fait pas rêver? Bon, moi j'essaye de raisonner comme Vince McMahon, c'est pour ça. Je pronostique une victoire d'Eva Marie. Tant pis pour vous. Mais allez, feel good moment, on est parti, RK-Bro contre AJ Styles et Omos, le truc peut-être le plus over à la WWE aujourd'hui, devrait être en main event en réalité. Ah, ces réactions incroyables de la part du public, quand Riddle et Randy Orton se font un câlin, se trahissent, se séparent, se rabibochent, et Omos et AJ Styles. Duo super intéressant, et on se doute qu'à un moment... entre une équipe ou l'autre, ça va se quitter. Est-ce que Orton contre Riddle est un programme que WWE veut amener plus tard? Ou est-ce qu'on va profiter de l'engouement général de la part du public pour continuer de vendre du merchandising et nous faire vibrer avec une équipe qui a trouvé sa sympathie naturelle? Les splittez pas, bordel de Dieu! Mais non, laissez RK-Bro se poursuivre un petit peu plus! Et feel good moment pour ma part. On les fait gagner les ceintures ce soir. Ils les reperdront un petit peu plus tard pour que Omos et AJ Styles les défendent contre Ali et Mansour en Arabie Saoudite, bien sûr. Un match que j'attends énormément, notamment pour les réactions du public et pour voir Randy Orton mettre un RKO à ses 2,40 m là de Omos. Parce que ça va certainement être une image qui va le plus buzzer ce week-end. Je pense. Edge contre Seth Rollins. RAS, rien à redire. Ah, Seth Rollins frustré d'avoir vu son opportunité d'aller chercher le championnat universal gâché par Edge à qui on a tout donné sur un plateau alors que Seth Rollins s'y méritait. Il a battu Cesaro. Il devient quoi Cesaro? On a eu de très très chouettes segments micro et on se doute bien que Edge, s'il est revenu catcher à la WWE, c'est aussi pour avoir ce genre de match contre des adversaires super compétitifs, super athlétiques avec qui il était sûr de pouvoir raconter de bonnes histoires. Parce que oui, le catch de Edge, c'est surtout raconter une histoire dans le ring. Il sort quand même d'une performance que j'ai trouvé un peu en demi-tête face à Roman Reigns dans un match qui a duré très longtemps et j'ai oublié de parler de la longueur potentielle du show. En espérant que WWE ne tire pas sur la corde, ne fasse pas dépasser à ce match les 20 minutes, j'irai gaiement sur une victoire de Seth Rollins. Même le roll-up de la soirée, allez-y, il est pour vous.
Comme ça, Edge, il reste fort et il pourra servir à d'autres programmes et à d'autres personnes à mettre over. Goldberg contre Bobby Lashley. Voilà, c'est le deuxième match annuel de Goldberg. Non, je suis médisant parce que ce qu'il raconte entre Goldberg et son fils, c'est assez prenant, c'est assez mignon. On attend de voir le petit Gage Goldberg la mettre une spire à MVP, au moins ça. Imaginez toutes les personnes qu'on est en train de construire fort pour l'avenir. Le fils Goldberg, le fils Mysterio, le petit Nicolas qui va bien revenir un jour quand on rappellera Braun Strowman. Ça faisait peut-être partie des conditions pour que Goldberg revienne à la WWE, un petit peu à la manière de Mysterio. Trouver du boulot pour son gamin s'il aime le catch et qu'il a envie de faire ça. Parce qu'il montre quand même qu'il est super télégénique le gamin Goldberg. Et c'est plutôt porteur de bonnes choses pour l'avenir. Même si je me doute, et on se doute tous que la belle histoire s'arrêtera là, Bobby Lashley va battre Bill Goldberg. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment, en combien de temps, et si Goldberg va réussir à assurer pour les quelques minutes où il sera dans le ring. Souvenez-vous, contre Drew McIntyre au Rumble, c'était pas si mal. Quid de la suite pour Bobby Lashley? Est-ce que Big E va en profiter pour cash in le Money in the Bank, lui qui a régulièrement interagi avec Lashley lors des live events pour donner des victoires au New Day face à MVP et Bobby Lashley? Est-ce que Las Vegas est le bon endroit pour donner ce moment à tout le monde? Et est-ce que de ce fait, la spire vengeresse de Bill Goldberg permettrait à Big E de devenir champion de la WWE? Je dis pas non. Je dis pas non. Enfin, le main event, John Cena contre Roman Reigns. La raison, je pense, de rester éveillé toute la nuit. Est-ce que John Cena va dépasser le record de Ric Flair en devenant 17 fois champion du monde? Vu que Ric Flair, il est plus à la WWE et qu'on risque de le voir dans les portes interdites les semaines à venir quand on le voit pas faire des roll-up dans les trains. Bon, n'allez pas chercher ça sur internet, n'allez pas chercher ça, mais non. Mais d'un autre côté, Roman Reigns, on n'est pas en train de le construire super fort, il va avoir une année complète de règne, et on a bien compris que WWE voulait miser à fond la caisse sur un Roman Reigns invincible, avec un run très très fort. C'est ce qui d'ailleurs fait tout son prestige et toute son aura, ce qui fait que vous regardez SmackDown. On va vraiment nous débarrasser de ça? On va vraiment nous le retirer? Non! Roman Reigns, il va conserver son championnat universel, ils vont bien nous trouver une parade. Et puis John Cena, même si on a vu qu'en live event, il pouvait encore donner quelques petits trucs, partir sur un match de 20 à 30 minutes contre Roman Reigns, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Mais pourtant, il nous a bien teasé le salopard. Cena, il sait qu'il va se faire casser la gueule par Reigns, que Reigns est plus fort que lui. Tout ce qu'il a besoin, c'est de lui river les épaules 3 secondes au centre du ring. Et là, en effet, on a peut-être le teasing du roll-up le plus pété de l'histoire. John Cena, il aime bien troller. Il sait ce que les fans y pensent des roll-up à répétition. Alors voilà, Feel Good Moment, Las Vegas, on écrit l'histoire. John Cena, qui prend son 17ème titre, qu'il le perd un peu plus tard contre peu importe qui, on s'en fout. Mais si il faut lui faire lever une dernière fois la ceinture pour pouvoir battre des records et rentrer dans l'histoire, est-ce que c'est pas l'endroit? Est-ce que c'est pas le meilleur moment? Puis il prend sa retraite en affrontant Orton une dernière fois, parce que moi qui en ai envie, mais bon, ça m'éclaterait. C'est risqué, hein, mais j'ai envie d'y croire. Et oui, j'ai parlé de la Bloodline tout à l'heure avec tous les Samoans, les ceintures, tout ça, mais John Cena, 17ème fois champion du monde. Roman Reigns, il reprendra la ceinture et il sera champion pendant 2 ans derrière. On s'en fout. Alors voilà, je terminerai ce Sturistradamus, cette vague de pronostics avec ce choix totalement improbable, irréalisable, évidemment. Et j'espère qu'on se retrouvera très nombreux pour pouvoir en discuter lors du super kick-off samedi soir à partir de 20h, twitch.tv/Turi316, et qu'on vibrera tout autant. Pour le qu'est-ce qui s'est passé devrait sortir du dimanche ou du lundi en fonction de l'inspiration que me laissera WWE au fil de ce SummerSlam, l'événement le plus attendu de l'été. C'était Sturi et tout le monde reste fort, sauf nos nuits de sommeil. C'était Sturi. Ciao, bye bye.